Alors c'est le mois de juin et nous sommes devant une papaye de montagne, donc Vasconcella pubescens. Je l'ai plantée récemment, elle a l'air de bien se plaire. Je l'ai mise là où le papayer n'avait pas résisté l'année dernière. D'ailleurs il avait résisté nulle part. Le feuillage est vraiment très beau, je trouve. Le carambolier renouvelle son feuillage. Il est très beau. Je pense qu'il va bien pousser. Il est ici en pleine terre bientôt depuis... non, quand même pas 3 ans, ça fait 2 ans et demi, je pense. Voilà, j'ai dû le planter en octobre ou novembre il y a 2 ans. Voilà, donc j'espère que cette année, il pourra fleurir et nouer. L'année dernière, il avait fleuri, mais c'était à la fin de l'été. Donc juste à côté, on a l'ananas qui est un petit peu moribond. Je ne sais pas s'il va pouvoir se redévelopper après cet hiver. Alors, le sapot lucuma, Puteria lucuma, lui, il va bien et il commence à me faire sa première petite branche. C'est trop mignon. Bon, après 6 ans, hein, et il mesure allez, 60 cm, il prend 10 cm par an. À côté, on en a un qui est plus jeune, 2-3 ans. Il pousse un peu plus vite. Il faut dire qu'il n'a pas été transplanté. Un petit longan de semis. À côté, donc, on a un pitaya de Colombie qui a bien souffert de l'hiver, hein, malgré une position probablement hors gel. Et puis le dragon S8, lui, il va mieux. Alors juste à côté, ce qu'on voit là, ce qui est exubérant, c'est les inflorescences de mangue qui sont toujours là, parce que je crois que au mois de mai, on en avait déjà vu. Là, ici, on voit quelques fruits qui se forment. Assez impressionnant ces inflorescences. Alors ça, c'est sur la partie Austin greffée. Et sur la partie Gomera, enfin, probablement Gomera, j'en ai pas une certitude absolue, bah, ça fait de la végétation essentiellement. Voilà, avec plusieurs jets. Là, cette année, il a déjà fait 2 jets de végétation. Vraiment, il est assez joli. Je vois pas mal de manguiers sur le web, etc. Et c'est vrai que le mien, j'ai envie de dire, il a l'avantage de faire quand même beaucoup de végétation et de ne pas se tuer à la tâche, on va dire, pour fructifier. Voici un vrai goyavier qui se développe bien, mais je vois pas de boutons floraux. Alors à côté, on a une passiflore mollissima et un petit carissa. Alors voici un autre carissa. Un carissa, en fait, moi je trouve que ça fait un très beau couvre-sol. Bon, parce que c'est une plante quand même, j'en ai vu des très beaux dans le Var, qui devenaient assez grands, et je pense que c'est une plante parfaitement adaptée pour le Var parce que ça supporte de légers gels. Et globalement, le littoral varois est bien plus favorable que le climat de Nîmes. Donc les carissas font des feuilles blanches assez jolies, à 5 pétales, mais qui sont très éphémères. Au bout de 1 ou 2 jours, elles fanent. Voilà.
Et comme elles arrivent assez tôt au printemps, je me dis qu'elles seront peut-être suivies de fruits. Je vois pas de fruits en formation, mais pas mal de petits boutons floraux, je pense, encore. Voilà. Alors, autre couvre-sol, pardon, qui me plaît beaucoup, c'est le goyavier fraise. Alors, il a de ça en commun avec le carissa que c'est peut-être pas le meilleur fruit du jardin, mais ça fait un très beau couvre-sol. Il a un port vraiment rampant, intéressant. Je ne l'ai pas taillé, hein, pourtant. Donc il fait une quarantaine de centimètres de haut et il s'étend sur 70 centimètres, on va dire à peu près. Alors voici un nouvel intrus dans le jardin. C'est un fromagier. Donc on l'appelle aussi Ceiba. Et c'est plutôt un arbre décoratif parce que je crois qu'il fait un fruit mais qui est cotonneux et qui ne se consomme pas. Voilà. Alors il a quand même trouvé une place dans mon jardin parce que je trouve que on l'appelle aussi l'arbre bouteille. Il a un très joli port, c'est très exotique. Il fait des magnifiques fleurs roses. C'est vraiment un arbre exceptionnel. Et puis comme il est limite climatiquement, j'avais envie de l'essayer. Alors ce longan de semis vient d'être planté. Je l'ai reçu donc d'une pépinière italienne il y a moins d'une semaine. Souhaitons-lui une bonne adaptation. Alors, ce longanier en revanche est là depuis un peu plus de temps puisque je l'ai planté donc au mois de décembre, novembre-décembre. Voilà, il est en fleurs actuellement. On voit ici les fleurs. Ça fait donc des panicules floraux, alors moins impressionnants que ceux du manguier, mais comme c'est un fruit qui pousse en grappe, c'est assez logique. Le feuillage qu'on voyait poindre donc le mois dernier, cette fois-ci, il est vraiment bien développé. Une très belle couleur, un petit peu pourpre, magnifique. L'ancien feuillage, en revanche, risque de tomber, je pense. Il le renouvelle au printemps, comme beaucoup de plantes à feuillage persistant. Alors passons au litchi. Alors le litchi a une inflorescence très développée. Je ne sais pas si tout ça va se transformer en fruits. J'espère pas pour le petit arbre parce qu'il mesure 40 cm quoi. Il a aussi assez peu de feuillage pour fournir l'énergie suffisante à la pousse. C'est un weichi et qui est réputé supporter assez bien les températures froides. En tout cas, plus que le Kwai Mei Pink, qui est la variété, on va dire, habituelle. Alors, l'avocatier As est en train de... il a noué et puis les fruits se développent. Donc il y a très peu de fruits, vous voyez, par rapport au nombre d'inflorescences qu'il y a eu. On est peut-être sur 1 sur 500, c'est en général ce que l'on dit. Et encore, ils ne sont pas assurés d'arriver jusqu'au bout, ceux-là, puisque l'année dernière, on avait eu un petit peu un scénario semblable et ils étaient tombés au mois de juin et juillet. Donc là, il y en a encore pas mal sur l'arbre. Je crois que j'en avais compté entre 20 et 30. Et j'espère que je vais pouvoir en manger dans quelques mois, dans presque une année d'ailleurs, hein, puisque l'avocat reste longtemps sur l'arbre. Voilà.
Regardez, c'est quand même très joli. On a des très belles branches. Voilà. Donc l'arbre est encore tout petit. Et il y a certaines personnes qui aiment bien le feuillage. Alors on ne reconnaît pas du tout le Chirimoya puisque il a refait tout son feuillage et il est en pleine activité parce qu'il a également énormément fleuri. J'ai compté environ 200 fleurs de Chirimoya dans ce jardin, réparties sur 4 ou 5 chirimoyais. Donc là on voit des inflorescences. Voilà. Ah, ils sont vraiment beaux, hein. J'utilise le pluriel parce qu'il y a plusieurs pieds ici. Voilà. Alors voici une fleur probablement à l'état mâle. Elles sont d'abord femelles et ensuite mâles. Voilà, très belle fleur. Là on voit probablement des fruits qui ont noué. Ouais, il a un peu du mal à faire la mise au point comme d'hab. Je suis désolé, hein. Voilà, voilà. Donc sur tout ce petit monde, j'espère que... Oh, regardez tous les fruits qu'il y a. Oh là là, c'est prometteur tout ça. Ouais. C'est vraiment très prometteur, hein. Alors, je donne une info. Ce sont, là ici, tous ces chérimoyas que j'ai plantés, ce sont des semis. Ils ont, ça fait moins de 3 ans, hein, que j'ai acheté ce terrain. Donc, ils ont moins de 3 ans en pleine terre. Et quand je les ai plantés, ils avaient au maximum 1 an en pot, hein. Donc, vous voyez, au bout de 3 ans, un chérimoya en pleine santé, il produit abondamment. C'est vraiment très très remarquable. Il y a des fleurs partout. Donc le mois prochain, on saura si les fruits ont noué. J'ai hâte de voir ça. Alors, des nouvelles du bananier. Bien voilà le régime. Alors ce qui est intéressant, c'est que donc les bananes se sont formées et puis là la fleur, elle fait des petites inflorescences, enfin elle fait des... Je sais pas ce que c'est exactement. Bon, je ne sais pas comment ça marche les bananes. Donc ça normalement ça peut se transformer en banane, en main de banane. Voilà, mais en fait elle tombe au fur et à mesure, on voit, hein, chaque inflorescence elle tombe. Donc on m'a conseillé de couper la fleur, mais franchement c'est tellement joli que j'en ai pas le courage. Donc on va la laisser se développer naturellement, sans intervention, et puis on verra ce que ça va devenir. Il faut faire ces petites expériences, on va dire. Et une vue d'ensemble, surtout des rejets, parce qu'en fait il y a très peu de verdure, il n'y a que 2 feuilles pour alimenter le régime de banane, ce qui risque de faire assez peu question sucre, hein, parce que c'est quand même la photosynthèse qui permet de nourrir la plante. Alors cet Orinoco, qui vient également de la maison du bananier,
je pense qu'il va bien se développer cette année. Il était en mode un petit peu reprise l'année dernière, il souffrait beaucoup. Et là, je pense il va redémarrer. À côté, on a un oranger. Un oranger qui me sert presque de brise-vue. C'est pas mal. Un peu comme la canne à sucre. Voilà. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de fleurs de fruits de la passion ouvertes. Le feuillage cette année est un petit peu jaune. On sent que la plante n'est pas aussi vigoureuse que l'année dernière. Il y a eu quand même pas mal de floraisons. Et j'espère que ça va être suivi de fruits. Voilà, je sais pas, il doit lui manquer un petit peu de... Bah, chlorose un peu. Je suis dans une zone très calcaire ici en fait. Alors j'avais décapité ce Casimiro aedulis, donc sapoté blanc, afin de le greffer. On voit les deux tentatives ici, mais les greffons n'étaient pas assez frais. Et alors c'est peut-être aussi que le, le greffeur n'était peut-être pas assez expérimenté, mais surtout voilà, les greffons avaient traîné 1 ou 2 mois aux États-Unis et le transit avait été vraiment très très long, donc c'était du bois de mauvaise qualité, on va dire, donc ça avait pas pris. Et bah, on voit qu'il est quand même très vigoureux parce que il a refait des pousses en un mois d'environ 50 cm. Alors en revanche, ben, sur ce Casimiro aedulis, j'ai greffé donc du Vernon, un greffon qui était bien frais, et la reprise est jolie. Voilà. Alors encore un Casimiro aedulis. Là c'est la variété MacDill, donc avec des feuilles assez larges, moins allongées. Je viens de le planter, mais je crois que j'ai une terre à sapote blanche parce qu'elle se place bien. Voilà un autre sapotier blanc. On est sur le Vernon. Voici un manguier Kent. C'est une variété très classique, mais que je trouve très bonne. Je pense que toutes les mangues cueillies à point sont bonnes hein, d'une manière générale. Voilà, avec un feuillage très tendre, jeune, c'est vraiment joli. Donc là on a le Maya, qui lui, j'ai l'impression que ça va démarrer. Il y a des petits boutons. Voilà. Le feuillage est assez différent, plus allongé que Kent. Là, on a toujours en inflorescence, il évolue pas beaucoup celui-là. C'est le Tommy Atkins. Voilà. Très très belle inflorescence. Hein. Alors, là je crois que on est face au feuillage le plus comment dire, exotique, original de mon jardin. Des feuilles composées avec des pétioles ailées. C'est l'Inga aedulis. Des feuilles vraiment remarquables. Ah, j'adore. Donc la plante a l'air de se plaire. C'est une plante qui peut avoir un très grand développement, mais qui est aussi très frileuse. Depuis que j'ai installé une ombrière, le Carmen Haas revit. Voilà.
Au stade juvénile, les, les avocatiers aiment bien être à l'ombre, hein. D'ailleurs, à cet endroit, ils sont à l'ombre la grande partie du temps, puisque l'après-midi, c'est ombragé. Voilà pour les avocatiers. Et puis on va terminer peut-être aussi par les chirimoyas. Donc là c'est un jeune chirimoya greffé. Il est trop jeune pour faire des fruits, bien que parfois dès la première année ça fleurit, hein. La première année en pleine terre lorsqu'on achète un plant greffé, hein, bien sûr. Voilà. Là c'est un autre chirimoya qui sont... Et là c'est... Alors non, c'est pas un chirimoya, ça je crois que c'est un atemoya. Je vais vous dire ça. Ouais, c'est un atemoya. Donc un petit peu plus fragile en termes de rusticité. Et puis ben on va essayer ça, hein. Voilà, normalement c'est un Red Israël et il est très, comment dire, il est auto-fertile. Voilà. Et il produit bien. Ah, il y a aussi ce quenotier que j'ai installé il y a peu de temps et qui pour l'instant ne donne pas beaucoup de signes de reprise, mais bon, rien d'inquiétant pour le moment. Alors le Wampi va plutôt bien. Au niveau de la sapotier, je pense que c'est en train de redémarrer. Très bien. La sapote verte, c'est pas facile. Là on est sur un canistel qui apprécie le soleil visiblement. Là c'est l'or des vallées, un mandarinier. Alors, je vais parler un petit peu des échanges de végétaux, puisque lorsque je fais des visites, il y a des gens qui me demandent des végétaux. Et effectivement, je peux faire des échanges, j'en fais volontiers d'ailleurs. Maintenant, j'essaye de hisser la barre assez haute en termes d'échanges, puisque je ne recherche pas des pommiers et des abricotiers. Dans mon truc, c'est d'essayer l'acclimatation de plantes exotiques pour voir s'il y a des possibilités dans nos climats. Et donc ce genre d'expérience m'intéresse beaucoup. Et aujourd'hui j'en parle parce que je recherche tout particulièrement deux plantes en ce moment. Et c'est un petit peu un appel. Et contre ces plantes, évidemment, je pourrais vous fournir du greffon, des semis ou d'autres plantes qui vous intéressent de mon jardin. Voilà. Les plantes que je recherche, il y a d'une part le Quaimuk, qui est en fait un Artocarpus qui a fait ses preuves dans le nord de la Californie. Il pousse bien, il produit. Et donc, comme l'Artocarpus, c'est la famille du jackfruit, c'est des arbres vraiment, on va dire, originaux pour nous, avec des fruits. Le Quaimuk, j'ai jamais goûté, je sais pas. Quand j'écoute la pépinière des mille fruits en Nouvelle-Calédonie, ça donne vraiment l'eau à la bouche. Et donc, je suis vraiment intéressé de le tester dans mon jardin. Donc il y a le Quaimuk. Autre chose que j'aimerais bien vérifier, ce sont les dattes, les palmiers dattiers. Alors aujourd'hui, les palmiers dattiers sont importés en tant que plantes décoratives. Évidemment, moi, je voudrais goûter des dattes françaises. Et pour cela, il faut partir d'un palmier dattier de sexe féminin, parce que si les mâles
il vous fera beaucoup de fleurs mais aucun fruit. Donc je cherche un pied femelle et une variété hâtive. Alors, je sais qu'en Afrique du Nord, il y a pas mal de variétés hâtives euh, qui pourraient être intéressantes. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte en fait que les dattes qui poussaient, que ce soit dans le Var, que ce soit à Menton, que ce soit à Nice, eh bien généralement c'est des régimes de dattes qui n'ont pas le temps de mûrir avant l'hiver, qui passent l'hiver et qui mûrissent au printemps suivant. Donc vous voyez, c'est un comportement qui n'est pas vraiment optimal. Bon, ça marche quand même. Moi, je pense que si on travaille sur des variétés hâtives, on pourrait les faire mûrir probablement avant l'arrivée de l'hiver. Et c'est ce type d'expérience qui m'intéresse beaucoup. Et donc, si jamais vous avez des contacts avec des gens en Afrique du Nord ou peut-être dans la région de Elche en Espagne, il y aurait peut-être moyen d'avoir des variétés hâtives. Alors, à défaut d'avoir des variétés hâtives, on peut peut-être avoir des variétés telles que la Bari ou la Medjool, qui sont des variétés assez classiques et qui mûrissent, on va dire, pour la Bari, on peut déjà manger des dattes fraîches à la fin du mois d'août dans le nord d'Afrique et dans le Moyen-Orient. Donc peut-être pour nous, on va dire début novembre. Euh, voilà, on peut toujours rêver. Et puis la Medjool aussi, elle est pas, c'est une grosse date et elle n'est pas trop tardive, donc ça peut être intéressant. En revanche, les Deglet Nour, j'en veux absolument pas parce que elles n'ont pas le temps de mûrir. C'est une date tardive, même au niveau de l'Afrique du Nord, elle a du mal à venir à maturation sur le littoral. Il faut vraiment aller dans le désert pour avoir des dattes d'Eglet Nour mûres. Et encore, c'est en fin de période, donc fin au mois de novembre généralement. Voilà, donc si vous avez ces végétaux, que ce soit pour le quaimuk des graines, ça pourrait aller, et pour le palmier dattier, il faut absolument que ce soit un rejet, soit une plante in vitro sexuée. Voilà.